Notre premier grand témoin avec cette question, pourquoi l'intelligence artificielle est devenue indispensable dans nos vies, ça ne vous a pas complètement échappé. On est très très heureux de l'accueillir sur ce plateau. Il s'agit de John Rocher. Je te propose d'ailleurs qu'on aille l'accueillir physiquement sur ce plateau. Merci infiniment John Rocher d'être avec nous aujourd'hui. On reste évidemment à distance. Je vous propose de venir au centre. Alors vous êtes... auteur, conférencier, vous avez surtout monté beaucoup d'entreprises dans l'intelligence artificielle, diplômé de Berkeley. Et il se trouve que vous connaissez bien tous les deux. Effectivement, la rencontre avec John a été peut-être une des rencontres les plus éclairantes que j'ai eues sur l'année 2020. On a parlé d'intelligence artificielle, ça m'a ouvert l'esprit sur ce domaine-là. Et je tenais absolument à ce que tous nos téléspectateurs participent ou partagent cette expérience avec nos téléspectateurs. La première entreprise que vous avez montée a été cotée à la Bourse de Paris. La deuxième a été rachetée par Oracle, quand même. Et puis la troisième est reconnue comme un des leaders de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Autant dire que vous êtes très qualifié. Est-ce que vous allez bien ? Je vais très très bien. Super bien, formidable. Eh bien écoutez, on va juste marquer une toute petite pause publicitaire et ensuite on aura le plaisir de boire vos paroles. Chez Edmond de Rothschild, nous n'allons pas vous annoncer une révolution majeure pour 2022. Bien au contraire, nous souhaitons vous dire que nous resterons fidèles à nos valeurs et à la devise de la famille Rothschild que nous portons depuis plus de 250 ans pour développer des visions de long terme et identifier des investissements d'avenir. À savoir Concordia, bâtir une relation de confiance, Integritas, agir avec responsabilité et Industria, atteindre l'excellence. Les confinements, le télétravail ont eu au moins une vertu, c'est d'être un accélérateur positif sur les usages du digital. Mais c'est quoi le digital ? Tout d'abord, les parcours. Grâce aux parcours, nous évitons toutes les doubles et triples saisies sur des documents contractuels. C'est aussi un traitement plus rapide des données chez Norcia. Mais c'est l'intégration des règles de gestion des produits. Disposer d'un parcours, c'est bien, mais un parcours qui ne vous laisse pas faire n'importe quoi, c'est mieux. Alors où en est Norcia ? Nous avons livré en 2021 les parcours de souscription, d'arbitrage, en assurance, bancaire et PER. En 2022, vous aurez les versements complémentaires et les rachats, ainsi que les parcours de souscription pour les PM et les SCPI. Donc une intégration complète, multiproduit en architecture ouverte. Puis la signature électronique. Certains s'étonnent que les compagnies n'acceptent pas toujours systématiquement la signature électronique. En fait, ce n'est pas la signature électronique en elle-même qui engendre des années d'échange avec les assureurs, mais bien les schémas d'authentification du client et le recueil des consentements. Ces schémas sont au cœur de nos enjeux en matière de sécurité à tous, y compris pour les conseillers. Norcia, dont l'ADN historique est d'être multi-fournisseur, a un rôle dans ces échanges et le résultat est très positif puisqu'un certain nombre d'assureurs acceptent depuis des années nos cinématiques, très bientôt 3 autres compagnies, et les discussions se poursuivent et aboutiront en 2022 avec les autres. Alors saisir, signer, c'est bien, mais traiter, c'est mieux. Le parcours, la signature électronique ne sont en quelque sorte que la face émergée de l'iceberg. Comme le papier, tout commence à la réception d'un document signé. Là aussi, Norcia a un rôle clé en tant que plateforme de gestion et de traitement de l'ensemble des actes. Et c'est bien ici l'enjeu majeur. Digitaliser tous les process de la chaîne de traitement, c'est intégrer toutes les règles de gestion de tous les produits et digitaliser les flux avec les assureurs pour apporter de la valeur ajoutée. C'est un enjeu de meilleure productivité et de qualité de service. Enfin, en tant que distributeur et plateforme de traitement, nous ne pouvions ignorer l'environnement du conseil. La digitalisation, c'est aussi organiser des connexions avec la partie précontractuelle. Pour simplifier votre partie administrative, par exemple, Norcia s'est connecté avec O2S pour que les données KYC des clients s'intègrent directement. Vous pouvez même lancer les parcours à partir de vos agrégateurs O2S pour un prospect. En conclusion, le nouveau défi de la digitalisation pour les conseillers, c'est répondre aux habitudes des clients, réaliser les gains de productivité sur les traitements des actes, et ce, en toute sécurité.
Et ton adjointe Stéphanie Gagné aura permis de nous ouvrir l'appétit en quelque sorte sur ces questions de digitalisation qui sont extrêmement importantes. Alors, John Rocher, première question, elle est toute simple. On nous rebat les oreilles avec l'intelligence artificielle. C'est vrai que ça a envahi un petit peu notre imaginaire collectif. Pourquoi est-ce que c'est devenu aujourd'hui indispensable dans notre vie de tous les jours et dans notre vie professionnelle de tous les jours ? Oui. Il faut d'abord commencer par dire qu'il y a deux types d'AGI, une qui existe, d'intelligence artificielle, une qui existe et une qui n'existe pas. L'intelligence artificielle d'aujourd'hui est dite en anglais ANI. ANI veut dire Artificial Narrow Intelligence. Et narrow veut dire étroit, mais aussi veut dire monodisciplinaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle d'aujourd'hui ne peut pas remplacer l'être humain, parce que cette intelligence artificielle est monodisciplinaire. Monodisciplinaire, l'algorithme qui est champion du monde de jeu de Go, il sait jouer qu'au jeu de Go. L'algorithme qui est champion du monde d'échecs, il sait jouer qu'aux échecs. Mais du coup, il devient meilleur. Il est tellement spécialisé que... Il est très spécialisé. Il peut battre le champion. Absolument. Mais la vraie vie, celle du business, nécessite ce que l'on appelle dans notre jargon AGI, Artificial General Intelligence. Et cette intelligence artificielle, c'est celle sur laquelle les plus grands laboratoires du monde travaillent, en recherche, en R&D, mais ne trouvent pas de solution à la date d'aujourd'hui. Et les plus grands spécialistes, les patrons de ces laboratoires, disent probablement pas sur ce siècle. AGI veut dire Artificial General Intelligence, et donc la seule composant au monde qui est AGI, c'est notre cerveau humain, car notre cerveau humain est pluridisciplinaire. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'être humain a 3 fonctions qu'aucun ordinateur au monde ne possède. Le bon sens, car le bon sens est pluridisciplinaire. Il s'appuie sur des connaissances... Tout le monde n'en a pas, soit dit en passant. C'est vrai, mais le réseau en a, les entrepreneurs en ont, parce que sinon ils ne pourraient pas réussir. Donc, effectivement, le bon sens. Le deuxième, c'est la créativité. Aucun ordinateur, même l'intelligence artificielle, ne sait faire de la vraie créativité. La créativité, on pense tout de suite à je vais créer des nouveaux produits, En fait, la créativité dans l'entreprise, c'est essentiellement la gestion des imprévus. Et la gestion des imprévus, surtout dans un monde d'investissement où le futur n'est pas connu, il est essentiel. Et c'est une fonction que seul le cerveau humain sait faire. Et le troisième élément, c'est l'empathie. Aucun ordinateur ne peut avoir de l'empathie. Pour définir l'empathie en une phrase, on dirait c'est comprendre la souffrance de l'autre. Aucun ordinateur ne peut comprendre la souffrance d'un être humain à la date d'aujourd'hui. Donc, l'intelligence artificielle va venir en complément du cerveau humain, qui lui aussi a des défauts. Le cerveau humain, on le sait depuis la loi de Miller, est incapable de raisonner de façon rationnelle et d'avoir un jugement rationnel sur plus de 7 points de données. Alors, il faut remonter juste une petite explication. C'est vrai qu'à l'école, quand on parle de calculer, tout le monde sait définir ce qu'est calculer. Et si on pose la question, mais au fait, raisonner, c'est quoi en une phrase ? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Raisonner, c'est appliquer des règles sur des données. Et le cerveau humain est capable de gérer des milliers, des dizaines de milliers de règles. Règles culturelles, règles métiers. Le cerveau est très fort dans les règles. L'inconvénient, c'est qu'il ne sait pas appliquer ces règles sur plus de 7 points donnés. C'est la loi de Miller. La loi de Miller, c'est comme la loi de la gravité. Il y a 1000 études qui ont été faites pour démontrer qu'il avait tort, M. Miller, dans les années 60, qui était un professeur de Harvard et Princeton aux États-Unis, et toutes ont abouti à « oui, il a raison, on ne sait pas au-delà ». Alors c'est 7 plus ou moins 2, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais alors, si on est concret, c'est quoi ces 7 points de données Donnez-nous des exemples, parce que... Voilà. Je pense qu'on peut faire un exercice pour nos téléspectateurs qu'on avait fait ensemble, qui était de prenez tous un crayon et un papier autour de vous. Ouais, prenons un crayon. Tiens, moi, je suis sûr que j'arriverai pas à 7. Je suis beaucoup moins intelligent que vous. Alors, un petit crayon. Alors, les points de données... Et un papier. Effectivement, les points de données, ça peut être des chiffres, ça peut être des nombres, ça peut être de l'information, ça peut être des règles, ça peut être plein de choses. Eh bien, écoutez, on va faire un petit exercice. Amusez-vous ensemble. devant votre écran. On va le faire très simplement sur des nombres. Voilà. Je vais vous donner une liste de 5 nombres. Vous avez un crayon, un papier à la main, et effectivement, vous allez m'écouter. Et quand je vous dis « go » à la fin de cette liste, eh bien, vous le notez, vous les écrivez. Et je vais vous demander si vous avez trouvé. Et probablement, tout le monde me dira « ça y est, j'ai réussi ». Et on va faire l'exercice à 7. D'accord. Et peut-être, pour les téméraires, on montera jusqu'à 9. Et on verra à quel moment,
en fait, le cerveau ne sait plus faire. D'accord. On est parti? On est parti. Allez, on va dire 21, 21, 98, 98, 73, 73, 42 42. et 92. Go. Vous les écrivez sur votre papier. Là, on est à 5. On est à 5. Je redonne maintenant la liste. C'était 21, 98, 73, 42, 92. Et je pense que tout le monde a réussi de mémoire à les retenir et à les mettre sur papier. Mais vous allez voir que les choses se corsent quand on va... Moi, je les avais notés au fur et à mesure, donc moi, j'étais tranquille. Mais vous avez bien compris qu'il ne fallait pas faire ça. Donc, on va maintenant passer à 7, peut-être. Alors, on va passer effectivement à 7 et je vous les donne dans 1 minute. C'est parti. Vous m'écoutez, vous n'écrivez pas et à la fin, quand je vous dis go, vous les écrivez et on va voir si vous les avez dans l'ordre. 61, 18, 29, 91, 75, 39 et 71. Go. J'ai plus de stylo, hein, donc je ne peux pas jouer. Excuse-moi. J'essaye de te perturber, Emmanuel. Tu as noté le 17 ou pas, comme la Charente-Maritime? C'est bon? Allez, je vous donne maintenant la liste que je vous ai donnée. 61, 18, 29, 91, 75, 39 et 71. Est-ce que vous les avez dans l'ordre? Alors, à mon avis, ceux qui les ont dans l'ordre ont fait le lien avec les départements. Donc, effectivement, ils y sont peut-être arrivés. Mais vous imaginez si c'était 7 informations qui arrivaient les unes après les autres. Alors, ils jouent dans la régie de TF1, là. Tout le monde a pris un petit papier. Il y en a un, pour l'instant, qui a eu les 7 bons chiffres. Parfait. Alors, aura-t-il les 9 ensuite? Puisqu'on a bien compris que là, ça y est, on atteint le moment où, en principe, ça ne fonctionne plus derrière. On arrive le moment où ça ne fonctionne plus, ou en tout cas, c'est la limite de la loi de Miller. La loi de Miller dit c'est 7 points d'information, plus ou moins 2. Donc, là, je vais en avoir 9 et je vous les donne. Allez. Vous m'écoutez? On écoute. 33, 51, 93, 73, 21, 37, 62, 91 et 83. Go. C'est en principe le moment infranchissable. C'est là où on répète bien ces départements, quand même. C'est ça, on pense aux départements. Voilà, alors... Voilà, c'est plus facile parce que c'est les départements. Si je montais sur des chiffres un peu plus élevés, ce serait extrêmement complexe. Ou si je donnais 7 idées. Du reste, en fait, on le vit tous les jours. Vous allez faire des courses dans un magasin. Si c'est pour acheter 3 choses, pas de problème, vous en souvenez. Dès qu'on arrive à 5, 6, vous avez mieux intérêt à avoir une liste. Parce que sinon, en plein milieu, vous dites « Ah, mais j'étais sûr que j'en avais 6. » Sauf à je cale. Voilà, s'exercer quotidiennement. C'est parti? On y va. J'ai dit 33, 51, 93, 73, 21, 37, 62, 91, 83. Qui les a trouvés? Dans l'ordre. Alors, on va le savoir. Pour l'instant, il faut qu'on ait un petit retour par notre interface. En général, notre cerveau humain, et la tendance, c'est il va retenir les 3 premiers de départ, les 3 derniers, et c'est au milieu que les chiffres vont être complètement confus. Le cerveau est ainsi fait qu'on retient le début, la fin, mais pas le milieu. Et ça, c'est très intéressant parce que dans un argument de vente avec un client, ça veut dire qu'il va avoir tendance à retenir les premières choses que vous dites et la dernière, mais pas ce que vous avez dit au milieu. De toute façon, on le dit bien, il ne faut pas, quand on présente des avantages ou un bénéfice d'un produit, quel qu'il soit, avoir trop de points. Pour ces raisons-là, la limite de notre cerveau. C'est fabuleux comment notre cerveau est à la fois pluridisciplinaire, est à la fois capable de gérer des dizaines de milliers de règles et à la fois faible sur le nombre de données. Alors, s'il y a l'un d'entre vous, l'une d'entre vous qui a ces 9 chiffres, alors sachez d'abord que c'est une forme de génie ou que c'est une forme d'intelligence artificielle à lui tout seul. Et puis, il gagne quoi? Il gagne une visite de votre entreprise, il gagne un week-end avec Philippe Parguet. Enfin, tout à fait. On verra quel est le gain. On compte sur votre honnêteté, bien sûr. Si l'un ou l'une d'entre vous a toutes les réponses, vous signalez évidemment. Olivier Dupas dit raté au milieu. Effectivement, c'est ce que vous disiez. Il devait avoir les premiers chiffres et les derniers. Pour l'instant, on n'a pas forcément de gagnant. Hervé Moreau nous dit raté, lui aussi. Bon, c'est assez normal, on a complètement échoué, nous aussi, de notre côté. Juste une petite... Oui, je vous en prie, la conséquence,
La conséquence, c'est quoi? La conséquence de la loi de Miller, c'est que face à un client, on n'est pas capable, nous, cerveau humain, de raisonner sur un grand nombre de données. Or, l'informatique d'aujourd'hui, c'est je collecte des données, je collecte des données, je collecte des données. Ce qui a changé sur les 20 dernières années, c'est la prise de décision se fait sur un volume de données qui est de plus en plus important. Or, le cerveau ne sait pas faire. Donc, j'ai bien besoin de l'intelligence artificielle pour m'aider sur déjà cette première fonction. Est-ce que notre cerveau ne s'est pas déshabitué justement sous l'influence de la machine? C'est-à-dire qu'il fut un temps peut-être où on avait besoin de pouvoir retenir tous ces chiffres. Aujourd'hui, on est tellement accompagné par tous nos outils qu'on est peut-être devenu un peu plus feignant, non? Oui, alors les experts en neurosciences disent qu'en fait, depuis l'homme de Cro-Magnon, notre cerveau n'a pas changé. C'est un muscle, on le travaille, on peut lui faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire autrefois, mais fondamentalement, du reste, la loi de Miller remonte des années 60 à une époque où les gens n'avaient pas de calculatrice et savaient vraiment mieux calculer que nous. Vous dites que l'intelligence artificielle générale, celle qui va conscientiser en quelque sorte la machine, ça n'est pas pour ce siècle. Mais ça veut dire que vous pensez qu'un jour, on peut avoir une intelligence artificielle qui est capable, en quelque sorte, de jugement, de bon sens, vous en parliez tout à l'heure, C'est imaginable, ça? Enfin, c'est presque effrayant, c'est une dystopie. Alors d'abord, c'est effrayant, je suis d'accord avec vous. La date d'aujourd'hui, l'état de fait, c'est une boutade d'un des patrons de laboratoire qui lui dit, bien sûr avec le sourire, je pense qu'on trouvera l'antigravité avant de trouver la solution sur l'AGI. Et les éléments factuels que l'on a aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui trouve, mais il faudra quand même des dizaines d'années pour que ce soit opérationnel entre la découverte et la mise en place. Sur les 3 dernières années, il n'y a eu aucune publication scientifique qui tend à prouver qu'on a trouvé même une piste pour résoudre cette problématique. Donc peut-être jamais, peut-être finalement avant le siècle prochain, mais ce n'est pas de notre génération. On verra avec l'ordinateur quantique peut-être, nous dit Olivier Dupart. Non? L'ordinateur quantique, le quantique, il va permettre de raisonner sur des volumes de données beaucoup plus importants. Il ne va pas résoudre le problème de l'AGI par lui-même. On pense en fait que avec l'auto-apprentissage basé sur des réseaux de neurones, c'est un peu technique, on a réussi à imiter ce que nos neurones faisaient dans notre cerveau et on a réussi à comprendre comment ils communiquaient entre les neurones, nos milliards de neurones qu'on a, mais on n'a pas compris comment ils se synchronisaient. Et que c'est peut-être derrière cela que se trouve le pluridisciplinaire, ce que l'on appelle dans notre jargon l'AGI. On va sonder les 600 et quelques personnes qui sont en train de nous regarder. Vous, pensez-vous que l'intelligence artificielle est devenue indispensable dans votre métier? Oui, non. Là, au moins, c'est assez simple et je vous ferai réagir aux résultats de ce sondage. Deuxième question, Philippe. J'aurais tendance à dire, pour résumer, John, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, elle porte mal son nom. Elle n'est pas complètement intelligente, voire pas intelligente du tout. Finalement, c'est un outil qui nous permet d'amener à une prise de décision. Oui, si je comprends bien, de traiter toutes les données et justement d'amener à une prise de décision en connaissance de tout le paramétrage, c'est ça? On parle de paramétrage de l'intelligence artificielle? Oui, d'auto-apprentissage, d'auto-apprentissage et de paramétrage. Ça dépend le type d'intelligence artificielle auquel part. Je suis d'accord avec vous. Du reste, demain, vous recevez quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Luc Julia. C'est après-demain, mais vous avez raison. Et il va vous dire que le titre de son livre, c'est « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Et je colle complètement à ce qu'il dit. C'est un mot qui est un petit peu abusif, si vous voulez. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est une aide indispensable. Il faut bien comprendre que le monde où l'on va aujourd'hui, ce n'est plus un monde où je vais raisonner sur une myriade de données, mais c'est un monde sur lequel je vais demander à la machine de me donner un résultat cartésien. Quel est le meilleur produit qui correspond aux besoins du client? La machine va me donner une liste de décisions cartésiennes. Et moi, avec mon bon sens, ma créativité et mon empathie, moi, être humain, je vais sélectionner parmi ces produits lequel je vais proposer au client ou lesquels je vais proposer au client. Ou ne pas sélectionner peut-être, d'ailleurs. Pardon? Ou ne pas sélectionner, d'ailleurs. Ou ne pas sélectionner, exactement. Il faut absolument ne pas laisser la décision être prise par les ordinateurs. Il faut qu'il y ait une prédécision par l'ordinateur,
dans le contexte du business. Je ne parle pas dans certains contextes technologiques ou industriels quelque part, mais dans un contexte de business, dès qu'on a affaire à des êtres humains qui ont une personnalité, qui ont des éléments qui leur sont propres, il est important de laisser la machine nous proposer des solutions et à partir de ces solutions, de laisser le conseiller décider laquelle il va retenir. De toute façon, ce sera beaucoup mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, on nous dit pourtant que des métiers vont disparaître, vont être balayés, que peut-être même à terme, plus aucun métier finalement ne sera exercé par des hommes parce que la machine aura pris le relais. Là, on pense immédiatement, par exemple, aux comptables, aux radiologues, etc. Est-ce que la machine peut remplacer l'homme ou pas du tout ? Alors, d'abord, les gens qui ont écrit ça, j'aime bien mes amis anglais, qui ont écrit ces grosses études, aujourd'hui, ils se sont plantés. Ils nous avaient annoncé qu'en 2025, donc il y a déjà quelques années, qu'en 2025, 43 ou 47% de la population serait au chômage. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de mal à recruter des talents. Donc on n'est pas du tout, on est à mi-parcours et on n'est pas du tout parti pour que 47% de la population soit au chômage. Bon. Donc ça, c'est quand même l'élément principal. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et il est important de dire et d'avoir de l'humilité et de dire attention quand on parle d'intelligence artificielle et du futur, et on peut se tromper. Et à partir du moment où on est d'accord sur ces points-là, effectivement, ce n'est pas vers là où l'on va. Votre question était donc ? Était de savoir si certains métiers, à minima, peut-être tous, certains pronostiquent que tous les métiers pourraient être remplacés par une machine qui, une fois qu'elle a compris le principe du travail, pouvait œuvrer plus rapidement à la place, et peut-être de façon plus efficace dans certains cas. Puisque vous avez parlé des comptables, eh bien, je vais vous raconter que dans les années 80, j'ai vendu des comptabilités. Parce que la comptabilité, c'était le premier logiciel qu'on déployait dans les entreprises. Et là, j'avais des comptables qui me disaient vous nous mangez la moitié de notre boulot. On ne va pas nous garder. Parce que la moitié du travail d'un comptable, c'était d'équilibrer la balance. Et avec une comptabilité, on n'équilibre jamais la balance puisqu'il vous demande la contrepartie et que la balance est toujours équilibrée. La réalité des chiffres, c'est que la population des comptables en entreprise comme en cabinet a augmenté de 40% en 40 ans. Elle a augmenté. Par contre, la nature du travail a changé. Oui. Et c'est ça auquel il faut qu'on se prépare, c'est que la nature du travail va changer. Néanmoins, la marge est considérable. Parce que, sans vouloir vexer personne, dans le monde du conseil et du service, rien n'a changé depuis la Renaissance. On a toujours des livres, on écrit. Alors, il y a des petites choses qui ont changé. Maintenant, on a YouTube, on a des vidéos, on a Internet, on a des choses, mais pas fondamentalement. Le conseil que donne un conseiller à son client dépend quand même pour une grande partie de ses opinions personnelles, de son expérience, et il n'est jamais sûr d'avoir vraiment posé toutes les bonnes questions. Car on revient au problème fondamental. L'être humain n'est pas capable d'aligner 40 ou 50 points à contrôler avant de faire quelque chose. La preuve, quand vous montez dans un avion, qu'est-ce que fait le pilote et le copilote ? Ils sont en pilote automatique la plupart du temps. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont une checklist de choses à faire et ils passent du temps à faire la checklist. Est-ce que l'on fait vraiment de cette checklist à chaque fois qu'on parle à un client ? Non, parce que c'est compliqué de garder l'attention du client. Avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir progresser dans la fiabilité de la réponse. Mais ça, c'est notre sujet de tout à l'heure. Alors, 68%, en tout cas, je fais un petit point intermédiaire sur le sondage, 68% de ceux qui nous regardent considèrent que l'IA est devenue indispensable dans leur métier. Donc c'est important, plus des 2/3. Philippe. Oui, je pense qu'on va peut-être arriver à l'étape du dessus en termes de proportion de réponse avec la suite quand on verra sur l'application du métier. Ce qui est intéressant, en fait, je me souviens qu'on avait parlé de l'expérience tous les deux, du diagnostic qui était fait dans les cliniques vétérinaires. Oui. Sur l'opération des animaux, donc a priori, alors j'ai plus les statistiques en tête, tu veux me les redonner, mais c'était justement en quoi l'intelligence artificielle est vraiment utile dans ces métiers-là, qui sont des métiers de spécialistes, qui sont des métiers de diplômés, surdiplômés même d'ailleurs. Donc voilà, donc je vais peut-être te laisser partager cette... Comme Joël de Ronet l'a écrit, qui est un grand français dans le monde de la médecine, ex-professeur du MIT, il l'a écrit il y a déjà 10 ans, donc j'invente rien, et il a dit, dans le monde médical, la partie diagnostique, elle doit être faite par la machine.
la partie décision doit être prise par le médecin. Donc, chez les vétérinaires, les sociétés, les écoles vétérinaires disent 50% des opérations qui sont faites sur les chiens et les chats sont juste des erreurs de diagnostic. Donc, c'est énorme. Et voilà. Aux États-Unis, ils ont mis en place un système qui oblige à avoir un diagnostic, sans arbre de décision, pas un truc qui dure trop longtemps, mais qui permet d'être sûr, avant d'opérer le chien ou le chat, de s'être posé les bonnes questions. Et donc, le vétérinaire, et ils ont baissé d'un facteur 2 le nombre d'opérations. Aux États-Unis, c'est plus facile, puisque les sociétés d'assurance ont un poids très fort sur les praticiens, puisque le prix de l'assurance est très très élevé aux États-Unis, de l'ordre de $100 000 par an pour un vétérinaire. Et donc effectivement, leur dire si vous ne faites pas ça, je vous double votre prime d'assurance. Ouais, forcément, c'est un peu... Forcément, et si par contre vous le faites, je vous la diminue. Et c'est ce qu'ils ont fait, et réussi des résultats considérables. Donc il faut voir l'intelligence artificielle comme un collaborateur, en quelque sorte, un outil, quelqu'un qui va nous alléger d'une charge de travail et qui va nous rendre un petit peu plus fiables aussi dans certains cas. Absolument, et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Et c'est fondamental. Parce que la crise de confiance dont on parle, d'une façon générale dans notre monde moderne, et pas plus maintenant qu'il y a 10 ans, elle vient quand même de l'incertitude du diagnostic. Elle vient quand même du fait que si vous allez voir avec vos analyses médicales et que vous avez une maladie, on ne sait pas très bien ce que c'est, que vous allez voir 5 médecins, vous sortez avec 5 avis différents. Vous allez voir 5 avocats, vous sortez avec 5... Et donc, il y a 5 analyses, 5 diagnostics. Et donc, il y a un petit trouble de ce côté-là. Et nous n'avons qu'un seul John Rocher. Donc nous aurons la meilleure analyse sur ce plateau. Vous revenez tout à l'heure, on va vous laisser souffler en coulisses. On va marquer une toute petite pause et on passe à notre table ronde suivante qui va vous intéresser. CPR-AM lance une nouvelle stratégie thématique autour de l'hydrogène. Ce fonds, qui investira dans des actions internationales, sera tout autour de la thématique de l'hydrogène, à savoir le stockage, l'approvisionnement, la production d'hydrogène vert et bien sûr ceux qui vont consommer cet hydrogène, à savoir les industries ferroviaires, le fret et également le transport routier. Ce fonds a vocation à être ESG SFDR 9, ce qui permettra évidemment de produire ensuite des rapports d'impact pour être le plus transparent vis-à-vis de nos investisseurs.